Je vais maintenant appeler Dominique Stoppa-Lyonnet, que je remercie beaucoup d'être là, et Catherine Adamsbaum pour un dernier moment dans cette matinée. On a voulu croiser les regards de Dominique et de Catherine, la génomique et la radiologie. Et on a conçu ce moment comme un moment d'échange. Et n'hésitez pas à l'issue de ces échanges à poser des questions. Je vais vous poser une première question à toutes les deux. Après vous avoir présenté, Dominique Stoppa-Lyonnet est généticienne à l'Institut Curie et professeure à l'Université Paris-Cité. Et Catherine Adamsbaum, je l'ai déjà présentée. Donc, première question sur, même si on en a eu un aperçu dans cette matinée, sur les évolutions peut-être les plus marquantes cette dernière décennie des métiers de la radiologie et des métiers de la génétique, incluant pas seulement les généticiens et les radiologues. Les évolutions les plus marquantes, c'est-à-dire comment se sont reconfigurées les relations avec les soignants d'autres spécialités, comment se sont reconfigurées les relations avec les patients. Tout à l'heure, Jean-Denis Laredo prédisait ou disait que déjà le radiologue ne voyait plus de patients, ce qui a fait l'objet de débats. Voilà. Est-ce que la journée type, s'il en existe une, à mon avis, il n'en existe pas, mais est-ce que les journées types des radiologues et des généticiens ont évolué, évidemment, mais comment ? Et qu'est-ce qui attire aujourd'hui les internes, les étudiants, plus généralement, vers ces spécialités ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut devenir radiologue, on veut devenir généticien ? Voilà, premier ensemble de questions. D'accord, mais moi je vais commencer brièvement, puisqu'on a déjà abordé la radio, et qu'il y a un certain nombre de radiologues. Donc le point commun, vous le savez tous, entre la génétique et la radio, c'est l'évolution technologique, on va dire. Alors, en ce qui concerne la radio, moi je pense qu'on peut résumer en disant qu'il y a une évolution majeure des modalités techniques, mais de la quantité d'examens faits également, et de la complexité de ces examens. Je pense que tout le monde sera d'accord. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique, mais grosso modo, l'échographie, le scanner l'IRM ont été découverts grosso modo dans les années 70 et ont commencé à être opérationnels dans les années 80, donc au siècle dernier. Donc j'ai connu cette évolution. Alors, le résultat, c'est en deux mots, l'hyperspécialisation. Avant, on était un radiologue transversal, on savait tout faire. On était obligé de savoir tout faire. Et donc là, c'est l'hyperspécialisation. Maintenant, on a des radiologues spécialisés en imagerie cardiaque, en imagerie ophtalmo. Il y en a un dans la salle. Et un retranchement derrière les machines, on a déjà évoqué. C'est-à-dire qu'on n'est plus devant, on est derrière. Donc, une diminution du dialogue avec tous les intervenants, le patient, les autres soignants, les autres médecins, etc. Alors, il y a une diminution du dialogue et il y a un rituel qui s'est modifié. C'est-à-dire que pendant des années, les plus anciens ont connu les salles de lecture, qui étaient des salles où on était tous ensemble, où on discutait des cas, on recevait les autres médecins demandeurs. Et il y a une complète modification du rituel, puisque maintenant on est solitaire derrière le PC ou la console et on fait les interprétations tout seul. Alors, donc, une hyperspécialisation, l'avantage de l'expertise, mais le bémol, c'est le défaut de transversalité. Alors, c'est pas une mauvaise avancée. De toute façon, encore une fois, il n'y a pas d'interrupteur on-off. C'est une avancée. Et on a développé, on a réinventé en fait des systèmes pour arriver à communiquer. Donc, les réunions de concertation pluridisciplinaires ou tout simplement les staffs, où justement, Jean-Denis Laredo disait que le radiologue ne parle plus aux patients. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas de ça qu'on va vraiment discuter. Mais disons que c'est un endroit
où on va parler du patient dans sa globalité, puisque tout le monde va converger dans l'intérêt du patient. Et donc, dans la question, c'était aussi ce qui doit attirer les jeunes vers ce métier. Alors pour moi, ce qui attire les jeunes, c'est l'aspect central du diagnostic radiologique, puisqu'il n'y a plus rien qui se fait sans radiologie. Donc on est vraiment au cœur de l'orientation de ce que va faire le patient, d'ailleurs, dans sa prévention, dans son diagnostic. Et puis également le développement majeur de la radiologie interventionnelle, donc la radiologie thérapeutique, qui va s'approcher maintenant au plus près de la chirurgie non invasive. C'est vraiment très proche et parfois c'est fait à quatre mains. Donc voilà ce que je peux dire en première approximation, et puis je vais laisser la parole à Dominique. Merci beaucoup Catherine. Donc, bonjour à tous et encore une fois merci de m'avoir invité. Je trouve vraiment ce regard croisé, imagerie génétique est très important. Ça fait réfléchir. Je vous remercie. Alors, première question, qu'est-ce qui a changé? Alors, c'était cette dernière décennie, mais en fait, il faut prendre un petit peu de recul. Et je veux dire que jusqu'en 1980, il y avait déjà du conseil génétique qui était surtout fait en pédiatrie pour les parents. Et en gros, ça conduisait, on avait très peu de marqueurs, ça conduisait en prenant en compte la maladie dont il s'agissait, le mode de transmission qu'on pouvait connaître, c'était feu vert ou pas pour un projet parental. Enfin voilà, c'était une orientation, un conseil pour éventuellement l'abstention d'un projet parental du fait d'un risque élevé d'une maladie. Et puis, à partir des années 80, en fait, sont arrivés les premiers marqueurs génétiques. Études de liaison, et c'est comme ça qu'un grand nombre de gènes ont pu être identifiés sans qu'on sache quelle était la physiopathologie de la maladie, et on a localisé le gène, puis on l'a identifié. Et c'est là aussi est arrivée la notion de médecine prédictive que l'on doit à Jean Dosset. Ce n'était pas un gène, mais c'était des marqueurs, je dirais, de susceptibilité. Puis 2001, c'est le séquençage du génome humain, dans une première analyse, mais c'était extrêmement important parce que ça a permis, le séquençage du génome humain, d'avoir une espèce de référence, de base de référence. Et puis 2010, donc on arrive là dans la dernière décennie, c'est l'arrivée dans nos laboratoires du séquençage très haut débit, c'est-à-dire cette capacité formidable à séquencer en moins de 24 heures tous les 22 000 gènes de notre génome, voire 10 fois plus le génome entier. Donc c'est vraiment, ça a permis une accélération très importante de la recherche et par là des applications médicales. Donc on séquence l'ADN, mais aussi on séquence l'ARN. On séquence aussi, je voudrais ajouter, nos microbiotes qui font, je dirais, partie de nous. Et donc on a pu commencer, enfin, on avait déjà commencé, mais depuis 2010, c'est la capacité de répondre à des questions, je dirais, à visée diagnostique, pronostic, mais aussi thérapeutique, de traitement, et par là aussi donc prédictive, c'est un mot qu'on a beaucoup illustré aujourd'hui. C'est le développement de la médecine personnalisée, même si le nom n'est pas comment dire, n'est pas juste. Mais en parlant plutôt de médecine de précision ou stratification plus fine de patients qui semblent présenter la même maladie. Je dirais qu'il y a des applications majeures de la génétique en oncologie, parce qu'on étudie à la fois, on peut étudier la tumeur elle-même, le processus tumoral, et puis aussi l'ADN constitutionnel de la personne. D'ailleurs, au passage, le champ de la médecine dite prédictive, l'oncogénétique, devient très lié à celui de la médecine tumorale, la génétique tumorale. Aujourd'hui, la génétique tumorale fait partie de ce qu'on appelle du phénotype, des éléments qui vont orienter vers une prédisposition. Et même à l'inverse, la génétique tumorale peut permettre d'identifier, quasi avec une probabilité très élevée, un facteur génétique constitutionnel, parce que l'ADN tumoral, c'est d'abord l'ADN de la personne. À titre d'exemple, BRCA1, BRCA2, gène de prédisposition au cancer du sein, quand on trouve une altération dans la tumeur, en fait, dans 80%, elle est constitutionnelle. Et donc là, il y a tout un accompagnement du patient, et il y a un mot qui me semble extrêmement important qu'on n'a pas cité, c'est le mot anticipation. Anticipation des résultats, je pense que c'est un élément clé dans cette médecine des risques à haut risque. Mais donc, voilà,
des apports formidables par les capacités de séquençage, mais c'est aussi là où les ennuis commencent, évidemment. On le reverra, je pense, dans la deuxième question, c'est que séquencer est devenu très facile, mais ce n'est pas interprété. Et il y a un pas entre le séquençage du génome, devenu très simple, et le temps d'interprétation, qui n'est pas le même. Et là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est les variants de signification inconnues, c'est les facteurs modificateurs. En fait, on en reparlera. Et donc, et notamment, c'est aussi les données incidentes, mais là, donc l'après-midi, il sera consacré. Et donc, la génétique médicale, c'est devenu un exercice collectif. Parce qu'on a besoin d'informaticiens, de bioinformaticiens, pour mettre en forme toutes ces données. C'est un peu à l'image de ce qui se passe en radiothérapie. On a des physiciens médicaux qui sont arrivés, qui ont un rôle essentiel dans le bon réglage des machines. Naturellement, c'est le généticien moléculaire, le généticien clinicien, et j'ajouterai aussi la constitution de bases de données. La qualité des bases de données, bien sûr, essentielle, mais les bases de données de variants est essentielle à l'interprétation de ces variants. Maintenant, la question sur quelle est la journée type du généticien. En fait, je vais vous dire, il y a deux généticiens. Il faut se rappeler que Jean-François Mattei a créé la spécialité de génétique médicale en 1995. C'est une discipline mixte, avec à la fois un pendant clinicien, enfin la clinique, et puis il y avait même trois parties. Il y avait le cytogénétique et le moléculaire. Mais entre-temps, la cytogénétique a rejoint le moléculaire. Et donc, il y a un apprentissage qui est mixte, et puis bien souvent, il y a une dominante. Dans l'exercice au quotidien, le généticien s'oriente vers la clinique ou vers le moléculaire. Donc le généticien, le clinicien, il consulte, il examine le patient, alors ça dépend des spécialités, il fait un graphe généalogique, il caractérise le phénotype, j'ai évoqué l'importance de... bien sûr, c'est la clinique, c'est l'imagerie. L'imagerie est extrêmement importante pour le généticien, c'est la biologie, c'est la caractérisation de la tumeur. Et puis, il est avec son patient, il lui explique, il l'informe, il anticipe, il explique ce qu'il va proposer et il anticipe les résultats possibles. Et puis, il évoque aussi la dimension familiale. Et j'ajouterais qu'il a également une activité de recherche. C'est les études de cohorte, les études ce qu'on appelle de co-ségrégation. Et c'est vrai aussi cette dimension de recherche pour le généticien moléculaire. Le panorama de la génétique médicale est loin d'être construit. On a toujours besoin d'en savoir plus. Et on peut faire les deux en même temps, pourvu qu'on explique bien aux patients ce que l'on fait et qu'on lui fait signer le bon consentement. Mais ça, je dirais, c'est une petite contingence. Et ce qui est le plus important, c'est de lui expliquer et de faire en sorte que le consentement qu'il signe soit plutôt un choix. Et le généticien moléculaire, il interprète les données de séquence, il examine le dossier, il contextualise les choses, il tente de répondre à la question donc médicale qui est posée, il discute avec l'équipe technique, les bioinformaticiens, il a des contrôles de qualité, très important. Il peut y avoir des erreurs, je dirais, d'interprétation liées au séquençage lui-même. Il consulte aussi les bases de données, il les enrichit, et donc il contribue à la recherche. Et puis j'ajouterais que généticiens, cliniciens et moléculaires, finalement, ils finissent par se retrouver, parce qu'ils sont maintenant en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc c'est extrêmement important pour toujours resituer, se remettre dans le contexte. Et moi, je suis fascinée par les RCP qui, maintenant, grâce à la crise sanitaire, ça a précipité totalement la capacité qu'on se réunisse en visio. Et je trouve que ça permet vraiment de réunir des spécialistes qui sont dans des lieux différents, et c'est extrêmement important. Le dernier point, les étudiants sont attirés par la génétique. Alors en fait, j'ai posé la question. Je ne me suis pas autorisée à répondre. Et donc j'ai interrogé 7 jeunes internes ou assistants dans le service, et puis également à Saint-Louis, qui ont un DES de génétique ou qui ont un DES de biologie, médecins ou pharmaciens. Et ils ont répondu de façon assez convergente, certains avec des choses en plus, mais ce qui est en commun, c'est la conjugaison de la multidisciplinarité, de l'innovation, la technologie, la dimension recherche. Et puis certains ont rajouté la réflexion éthique,
donc générées par les différentes situations rencontrées. Et puis d'autres ont parlé d'une fenêtre sur l'évolution des espèces et la pression de sélection. Et ça, moi je vous dis, peut-être à titre individuel, que si je me suis orientée vers la génétique, c'est quand j'étais interne à l'hôpital Saint-Louis, ici, et j'étais à un séminaire dont je ne comprenais même pas le titre, C4 SLP, ça faisait référence à la duplication du gène du quatrième composant du complément chez la souris, et Tommy Méo, qui faisait le séminaire, m'a fait entrevoir l'évolution des espèces. Et c'est extrêmement fascinant, et peut-être que ça, la génétique médicale, et on parlait de la prédiction, cette espèce de tout darde, tout converge vers une personne, sa singularité, on lui annonce des choses terribles, mais en même temps, on doit pouvoir avoir la capacité de lui expliquer qu'on n'est pas tous fondamentalement très différents. On est différents, mais aussi on a beaucoup de choses en commun. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. Donc des rapprochements possibles dans vos réponses, mais aussi une différence peut-être, c'est que j'ai l'impression que Dominique, vous n'insistez pas sur le caractère solitaire, de plus en plus solitaire du travail du généticien, contrairement à Catherine, qui disait que le radiologue était de plus en plus derrière son ordinateur, si on se souvient de ce que disait M. Lartaud tout à l'heure, donc voilà, je note cette petite différence, je ne sais pas si vous confirmez ou pas. Cette inquiétude, est-ce qu'elle est présente aussi chez les généticiens, de ne plus voir de patients, chez les cliniciens? Les cliniciens voient les patients. Alors, on voit les patients avant le test, après le test, et puis ce qui est très important, et je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est que le devoir du généticien clinicien, c'est de faire des tests, c'est de certifier des tests, mais pourquoi faire? Et ça doit être l'utilité clinique, doit être une obsession. Et j'ai noté ce que vous a dit François Singer, c'est un leitmotiv, ça doit être nous guider, c'est prédire avec humilité pour agir avec prudence. Il a 1000 fois raison. Et donc, pour répondre à la question, le généticien clinicien, il est pas seul, parce qu'il y a des recommandations sur la prise en charge. Et puis quand on ne sait pas, quand on est dans le gris, il y a les RCP qui sont extrêmement précieuses. Merci beaucoup. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de... Oui. Je peux vous poser une question simple. Quelle est la proportion entre les cliniciens et les moléculaires? Alors, je ne peux pas vous dire comme ça. Je pense que... Alors, il y a peut-être plus de généticiens moléculaires... Enfin, non. Un interne qui choisit le test de génétique médicale, je pense qu'il y a un petit peu plus de personnes qui s'orientent vers la clinique que vers le moléculaire. Mais en génétique moléculaire, on a les tests de génétique médicale qui sont médecins ou pharmaciens. Donc il y a un petit peu plus de monde. Pour compléter la réponse, Clémence Ouest, je suis un des représentants des internes de génétique en France. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un changement pendant l'internat. Donc plutôt une approche clinique au début. Et finalement, en post-internat, une part du moléculaire qui augmente un peu plus. Peut-être parce que c'est moins connu des étudiants avant d'arriver au test de génétique. Enfin, c'est une des explications qui a été soulevée. Ouais. Moi, je suis radiologue et ça dépend de la manière dont les radiologues interagissent avec les patients dépend de sa spécialité et de l'endroit où ils travaillent. Notamment, les radiologues libéraux ont tendance à avoir plus de possibilités de voir leurs patients qu'à l'hôpital public où la plupart des radiologues sont en connexion directe avec les cliniciens et prennent en charge des patients qui sont hospitalisés, donc qui viennent, qui font leur imagerie, qui repartent. Donc ça, c'est une petite nuance que je voulais apporter. Donc beaucoup de radiologues, notamment dans le monde libéral, voient leurs patients, ne serait-ce qu'en interventionnel ou en échographie, par exemple. C'était juste une petite précision que je voulais apporter. Dominique Stobaglione nous a parlé de 2 types de généticiens, mais je pense que nous avons aussi 2 types de radiologues.
le radiologue diagnosticien, qui, lui, est quand même retranché derrière sa machine, plus ou moins selon qu'il exerce en public ou en privé, et le radiologue interventionnel, qui est obligé de voir son patient. Donc on retrouve un petit peu la même dichotomie. On n'est pas si loin quand même. Oui, je sais. Marcella. Les généticiens, c'est une spécialité qui a su s'entourer d'une équipe interdisciplinaire, à la fois par la présence des conseillères en génétique, qui jouent un rôle essentiel dans l'information, dans l'accompagnement des personnes qui consultent, et les psychologues. Je dirais que les généticiens, ils ont intégré la présence des psychologues en amont et après coup l'annonce du résultat du test, et qui ont été les pionniers aussi du travail interdisciplinaire. J'aimerais maintenant qu'on parle de prédiction, puisqu'on en a pas mal parlé ce matin, mais pas sous l'angle sous lequel je vais vous poser une question. On a vu que aussi bien les images que les tests génétiques sont investis de pouvoir, le pouvoir de dire, de prédire la maladie, et que de ce point de vue-là, ils suscitent, c'est normal, des attentes que par ailleurs ils ne peuvent pas toujours satisfaire, puisque François Essinger y a beaucoup insisté, ces prédictions sont entourées d'incertitudes. On parle aujourd'hui de toxic knowledge pour parler de l'anxiété suscitée par des tests génétiques ou des images dans la littérature. On parle de ça. François Essinger aussi y a beaucoup insisté. Et donc j'ai plusieurs questions à ce sujet. D'abord, est-ce que les généticiens ou les radiologues sont fondés éthiquement à sélectionner les informations qu'ils délivrent et sur quels critères, en dépit de l'affirmation, notamment dans la loi de 2002 en France et dans beaucoup de pays, des lois similaires, en dépit de l'affirmation du droit de savoir? Première question. Et une autre qui est un peu attenante à ça, est-ce qu'on peut former des soignants à communiquer de telles informations, et comment on les forme? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les former? Est-ce qu'on fait quelque chose? Et puis j'ai une autre question du côté des patients. Est-ce qu'on peut... déjà, est-ce qu'on remarque qu'avec le temps, les patients sont de plus en plus eux-mêmes accoutumés à recevoir de telles informations? Est-ce qu'on peut espérer qu'ils le soient de plus en plus, et que une culture se développe qui permette d'accueillir, de métaboliser ces informations? Voilà. Est-ce qu'on est passé, pour reprendre l'intervention de Nicolas Castaldi tout à l'heure, d'un âge où on vivait encore dans le silence des organes, à un âge où on accepte de plus en plus de vivre dans autre chose que ça, dans l'idée qu'il y a toujours, dans le savoir, qu'il y a toujours des risques. Alors, on va reprendre. Donc, je vais commencer. Donc, le fait que nous ayons accès à des informations à l'échelle millimétrique, submillimétrique, etc., tout ce qu'on a vu, fait qu'on voit beaucoup de choses. Alors la première question, c'était, est-ce que les radiologues sont fondés à sélectionner les informations? Alors, non, on n'est pas fondé à sélectionner les informations, parce que, encore une fois, ça dépend du contexte. En revanche, on est fondé à interpréter cette information. C'est-à-dire que dans un compte-rendu, pour parler concrètement, on va avoir la raison pour laquelle l'examen a été demandé. On va ensuite lister tout ce qu'on trouve. Et dans la conclusion, on va interpréter la valeur de ce qu'on a trouvé. Et ça, c'est quelque chose dont on doit informer le patient. Le pour mémoire, vous avez 3 kystes, etc., il faut lui dire, j'ai écrit dans le compte-rendu que vous avez 3 kystes, mais c'est une information qui ne débouchera sur rien. Donc voilà comment les radiologues gèrent un peu ce type de choses. Alors, on peut travailler en deçà et on peut uniquement lister tout ce qu'on a trouvé sans interprétation. C'est à mon sens
une façon de travailler qui est moins appropriée que l'interprétation, l'attribution d'une valeur à ce qu'on a trouvé. Alors ensuite, je pense qu'il y a un deuxième point qu'on a déjà évoqué ce matin, mais peut-être pas assez concrètement. On peut voir des tas de choses, mais faut-il les voir? Alors donc il y a une réflexion, c'est pas juste parce qu'on est dans un séminaire d'éthique, c'est quand même qu'il y a une réflexion à mener autour de ça, notamment avec les bonnes pratiques. Je vous prends un exemple concret, il y a des maladies qu'on appelle des maladies qui vont intervenir sur l'ensemble des tissus. Par exemple, une maladie qu'on appelle la neurofibromatose. Et on sait, moi quand j'ai commencé à explorer, quand j'étais jeune chef de clinique, on a eu un engouement pour l'exploration de ces patients. On leur faisait des IRM de la tête aux pieds et on s'apercevait que, bien sûr, ils avaient des masses dans le canal spinal, etc. Et puis, plusieurs années plus tard, on s'est dit, mais dans le fond, on fait totalement fausse route. Parce que ces masses, on ne savait pas du tout si elles étaient bénignes ou malignes. Maintenant, on sait que la plupart sont bénignes, la plupart. Et donc, on est retourné, après plusieurs années, à une stratégie où on n'explorait pas systématiquement en IRM, on explorait selon les symptômes. Si le patient avait mal, on explorait. Si le patient n'avait pas mal, on n'explorait pas. Mais on ne peut pas le faire chacun dans son coin. Il faut que ce soit une réflexion collégiale avec des bases de données, de façon multidisciplinaire, avec des généticiens, des chirurgiens, etc., pour décider que devant cette maladie, il n'y a pas d'utilité pratique à explorer et que ça génère de l'anxiété inutile. Donc ça, on l'a fait et c'est un exemple concret. Alors après, comment le dire, bien sûr, ça fait partie du référentiel métier du radiologue de transmettre une information. Il y a des formations. Les internes sont tout à fait formés. Et d'ailleurs, c'est Romain Pommier, entre autres, ici présent, qui fait une formation d'annonce. Maintenant, il y a aussi dans la vie réelle un problème de temps qui a déjà été évoqué, pas seulement de temps, mais je dirais de disponibilité. Il faut des locaux adaptés, il faut un mental adapté à donner une information. On ne va pas lui donner dans un coin de salle d'attente, vous avez 3 kystes, mais en fait on s'en fiche. Non, c'est pas possible. Il faut avoir préparé en amont la façon dont on va délivrer l'information. Donc ça, c'est quand même important. Et donc je ne reviendrai pas sur les 2 propositions que j'ai faites à propos de la consommation des examens, où ta question c'était qu'on est confronté à de plus en plus de demandes et d'informations des patients. Donc certes, les patients sont informés, mais on a déjà vu ce matin qu'ils étaient informés un peu tout azimut, un peu comme on est informé sur l'ensemble des données de cette planète tout azimut, qu'il y a un tri à faire et que ce tri peut être fait à l'aide des experts qui doivent inspirer confiance, parce que c'est pas donné non plus. Maintenant, on a une certaine suspicion vis-à-vis des personnes qui peuvent être considérées experts. Et puis moi, je crois beaucoup, comme Jean-Denis Laredo l'a dit, à la pédagogie très tôt, à l'enseignement très tôt, et aux gens qui vont comprendre très tôt qu'on ne peut pas demander un scanner des poumons juste parce qu'on a un point de côté. Et je vois de plus en plus d'amis dans mon entourage, de voisins, qui me disent « Allô, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée que j'aille me faire un scanner du poumon ? Ou pire, est-ce que tu peux pas me trouver un scanner du poumon ? Mais qui t'a demandé de faire un scanner du poumon ? Non, mais c'est moi, je pense que c'est pas mal. Pour savoir pourquoi j'ai un point de côté. Non, mais c'est de plus en plus fréquent, c'est la vraie vie. Et donc, faire une pédagogie pour dire, non, ça peut être délétère de faire un scanner du poumon quand on n'en a pas besoin, hormis les radiations, parce qu'on peut te trouver quelque chose qui va te modifier complètement ton futur, mais je pense que j'y crois beaucoup. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur les grandes lignes. Et moi, je dirais que ce savoir donc, généré par les tests génétiques ou les analyses génétiques omiques, le génome, ce qu'on appelle, ou l'exome, le séquençage ensemble des gènes, je pense que ça a un sens si on fait des tests qui sont validés scientifiquement, cliniquement, et dont l'utilité clinique est démontrée. En d'autres termes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un test génétique, oui, mais pourquoi faire ? Alors, on
peut dire, oui, l'exome, on va trouver des tas de choses, mais l'exome, c'est pourquoi est-ce on est amené à faire un exome ou un génome entier, par exemple, dans le cadre du plan France Médecine Génomique, c'est pour comprendre, pour faire un diagnostic, pour repérer une cible theranostique chez une personne, par exemple, atteinte d'un cancer grave. Donc vraiment, je crois qu'il faut être obsessionnel sur l'intérêt, l'utilité du test, et chez des personnes qui sont informées, accompagnées et protégées. C'est mon espèce de mantra que j'ai, et je trouve que ça me semble extrêmement important. Je ne parlerai pas là des incidentalomes, parce que vous allez y passer l'après-midi. Et donc, mais pour faire tout ça, il y a des moyens nécessaires. Et Marcella l'a évoqué. Effectivement, le généticien clinicien, il n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe, et les conseillers en génétique sont arrivés assez tôt, avec les lois de bioéthique de 1994, puis ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais c'est typiquement l'exemple d'un des nouveaux métiers dans le champ de la santé. Et les conseillers en génétique font partie d'une équipe. Ils restent sous la responsabilité du généticien, mais ils ont un rôle majeur dans l'information, l'accompagnement, la préparation de la consultation, l'organisation de la prise en charge, je dirais, en aval, avec probablement néanmoins la place des conseillers est probablement un peu différente d'une situation, d'une sous-spécialité de la génétique à l'autre. Par exemple, peut-être un rôle un peu différent quand il s'agit d'anomalies du développement, parce que faire un diagnostic clinique de telle ou telle anomalie du développement, c'est pas simple, ou pas, et par imagerie, j'ajouterais. Mais l'oncogénétique, les prédispositions au cancer du sein, au cancer en général, ça se prête très très bien à l'apprentissage de ces savoirs, et de la démarche. Voilà, donc les résultats, après, peuvent être complexes. Et Arnaud Munich, qu'on avait auditionné, je crois que c'était au CCNE, parlait en génétique, quand on séquence beaucoup, après la boîte à baffes s'ouvre. Et la boîte à baffes, en fait, c'est quand on est justement débordé par un certain savoir un peu toxique, encombrant, dans lequel il faut mettre un peu d'ordre. Et c'est, par exemple, l'identification de variants de signification inconnue. Dans les gènes qu'on connaît bien, sur lesquels on travaille depuis 30 ans, puisque Versin a été identifié en 1994, on trouve encore de nouveaux variants dont parfois on ne sait pas quelle est la signification biologique et par là la signification clinique. Donc c'est dit, il faut toujours remettre sur le métier et aller de l'avant. Mais la question c'est, mais qu'est-ce qu'on explique au patient qui a fait un test? Est-ce qu'on parle ou pas ce variant de signification inconnue? Donc d'ailleurs, tout le monde n'a pas tout à fait la même position sur le sujet. Moi, de mon point de vue, il faut en parler, et il faut apaiser les choses. Il faut en parler pour pouvoir revenir vers la personne le jour où le variant est classé, en particulier en cas de variant pathogène. Donc voilà, et je dirais que ce savoir peu encombrant, on doit justement, c'est le métier de l'équipe de génétique clinique. Je comprends les conseillers génétiques, les psychologues, mais aussi les collègues qui vont prendre en aval la personne à risque. Donc la prise en charge est extrêmement importante. Et donc il est très important d'accompagner le patient, et les mots sont importants. Il y a toujours une chose qui me frappe, c'est le résultat positif ou négatif. Le mot sens de positif ou négatif n'est pas le même pour le patient que pour le généticien ou encore le généticien moléculaire. Positif, ça veut dire on a trouvé quelque chose, et pour le patient, positif, c'est favorable. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on peut appeler la polysémie des mots. Voilà, et je pense qu'on doit, ça s'apprend à être plus à l'écoute du patient, savoir prendre les mots. Et je pense que d'ailleurs, dans les études médicales, il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Les jeux de rôle, les ECOS, moi je ne me suis pas du tout mise aux ECOS. C'est des examens cliniques objectifs et structurés. Et il y a une partie de savoir-être, de savoir écouter, de savoir dire, et donc qui est en train vraiment de faire partie du cursus des études. Et c'est aussi vrai pour les conseillers en génétique. Et d'ailleurs, je voudrais signaler
que le master de conseil génétique de Paris, qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, il s'inscrit dans le cursus d'éthique de Paris-Cité avec Marie-France Mamzer. Voilà. Et peut-on espérer un développement de nouvelles capacités de compréhension pour les patients? Bien oui, c'est l'importance de l'éducation des plus jeunes. Et on sait que l'éducation des plus jeunes peut avoir un impact sur les aînés. C'est la qualité de l'information nécessaire. C'est l'éducation à la santé, finalement. Moi, je ne suis pas désespérée. Notre ministère s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention. Et c'est finalement cette médecine prédictive, sa vocation, c'est la prévention. Alors, si vous voulez, on peut se laisser dans les quelques minutes qui restent un temps de questions. Si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, moi j'en aurais une éventuellement. Toi, tu voulais compléter? Il y a une autre question. Il y a une autre question, mais alors, vous voulez la... Voilà. J'avais prévu une autre question que j'avais décidé de ne pas poser, mais voilà. C'était une question sur l'instrumentalisation de ces savoirs qui sont produits par la génomique et l'imagerie. L'instrumentalisation, d'une part, qui peut être faite par d'autres spécialités qui adressent des demandes d'examen, parfois pour appuyer une décision médicale, d'arrêt des soins, par exemple. Mais aussi l'instrumentalisation par des institutions pour des visées qui peuvent être extra-médicales, par exemple la détermination de l'âge osseux pour laquelle on sollicite la radiologie, la prédiction des risques de délinquance. Voilà. Donc on sait que ces savoirs suscitent des intérêts politiques, et j'aimerais voilà, dans les 2 minutes qui restent, vous entendre parler de ça, chacune, mais on peut peut-être déborder un petit peu. Voilà. Je me permets de commencer. Je dirais que, en fait, la génétique, elle a été instrumentalisée, parfois par des scientifiques. Je vais parler de Francis Galton, en France, Alexis Carrel, promouvant une espèce d'idéal eugéniste de la société, si on expliquait certains racismes, voulant donner des bases biologiques au racisme. Et c'est un eugénisme à la fois, je reviens sur l'eugénisme, qui peut être à la fois négatif, élimination des plus faibles, ou un eugénisme positif, l'amélioration de l'espèce, c'est le nazisme, c'est les Bensborn. Et donc c'est tragique, évidemment. Et voilà, on l'a vu, cette instrumentalisation à l'œuvre. Il faut faire en sorte que ces dévoiements de l'histoire nous prémunissent précisément contre leur récurrence. Donc je crois qu'il faut toujours y penser. Mais en même temps, il y a une espèce de fascination pour la puissance de la génétique, d'ailleurs qu'on retrouve avec le gène de l'intelligence, le gène de la délinquance, etc. Donc il y a une fascination pour la puissance de la génétique et de la prédiction. C'est d'ailleurs pour ça que le mot médecine prédictive marche très bien, ou imagerie prédictive. Parce que les mots séduisent. Mais réfléchissez, je me dis, mais finalement, oui, c'est fascinant, mais le cinéma s'en est aussi emparé. Je pensais à des dystopies comme Bienvenue à Gattaca, qui date de 1997, ou Minority Report, 2002, donc sont des dystopies qui disent le tri, enfin bref, qui disent les grands dangers de la prédiction, même si dans Minority Report, c'est pas que la génétique, mais en même temps, c'est des fictions qui finalement dénoncent et font réfléchir. C'est très bien qu'il y ait ces fictions portées au plus grand nombre. Et donc, oui, il y a un risque d'instrumentalisation, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer d'avancer. Je crois qu'il faut toujours avoir, j'ai relu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il faut avoir martelé dans sa tête, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est point final, pas de discrimination. Voilà. Mais il est vrai qu'on est toujours dans cette tentation de comprendre des traits complexes, multifactoriels, c'est pas que la génétique, c'est aussi l'environnement, l'éducation, sur, je pense, la délinquance, la violence,
l'intelligence. Et en fait, on veut faire dire beaucoup de choses à la génétique, mais on n'a pas vraiment le pouvoir. Voilà. Je crois que c'est très important aussi pour les généticiens de déconstruire les mythes. Voilà, je m'arrêterai là. Je vais être très brève. Je pense, concernant l'instrumentalisation, je crois qu'il faut différencier l'instrumentalisation de l'instrument et l'instrumentalisation de celui qui utilise l'instrument, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, le radiologue. Et je crois qu'il y a instrumentaliser un radiologue, que le médecin demandeur l'instrumentalise, c'est normal. Qu'un réanimateur demande au radiologue ce qu'il y a dans l'IRM cérébral qui pourrait faire justifier une discussion d'arrêt des soins, c'est normal. Qu'il le pousse dans les retranchements, c'est normal. Il teste son opinion, rien de plus normal. Le radiologue est là pour ça. En revanche, à partir du moment où l'instrument est utilisé seul et sans aucun discernement et sans expertise, là, ça devient dangereux. Et en fait, ça rejoint ce que Dominique vient de dire. Et je vais vous prendre juste un exemple. Je suis radiologue pédiatre, donc je suis sensible aux exemples pédiatriques. Et on a le problème éthique majeur de la détermination automatisée de l'âge osseux. Normalement, c'est quelque chose qui se fait pour l'endocrinologie, pour monitorer un traitement de croissance. Donc c'est un élément médical, c'est une information médicale. Vous savez que ça a été dévoyé pour déterminer si un sujet est mineur ou pas. Tant que le radiologue reste dans la boucle, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'il y a une fourchette de lecture qui fait qu'il y a une marge de précaution qui fait que le magistrat, de fait, ne peut pas utiliser cette information autour de 18 ans. C'est-à-dire que nous, on répond que le sujet a probablement entre 16 et 19 ans. Donc il ne peut pas dire s'il a plus ou moins 18 ans. Ce n'est pas pour détourner, c'est parce que, tout simplement, il y a une marge d'incertitude et que cette incertitude doit profiter au sujet. Mais à partir du moment où le parquet décide d'utiliser tout seul l'intelligence artificielle pour calculer l'âge osseux, là, ça devient vraiment dangereux, parce qu'il peut utiliser l'âge osseux, sélectionner sa population, déterminer des façons de faire pour mettre dehors cette population. Enfin, il faut imaginer des tas de choses. Donc, pour répondre brièvement, l'instrumentalisation, tant que l'expert radiologue ou généticien est dans la boucle, ça me paraît beaucoup moins dangereux qu'à partir du moment où il ne l'est plus et où l'outil vogue tout seul. Est-ce que vous avez des questions sur les remarques? J'en ai une quand même, c'est que la génétique, dans le concret, il y a un Chinois qui est allé en prison parce qu'il a créé des embryons, il a fait naître des enfants, au moins un, avec génétiquement modifié pour résister au virus du sida. Ce Chinois, il était quand même porté par des tas de gens. Je veux dire, c'est une réalité, on ne parle pas de film, on parle de... Et on ne sait pas ce que ces enfants vont avoir comme conséquence de ces manipulations génétiques. Et puis aussi le fait que, même si c'est très important, c'est vrai que les radiologues soient raisonnables et n'acceptent pas n'importe quoi comme indication, les radiologues sont maîtres de faire ce qu'ils veulent, les autres médecins n'ont pas à leur donner d'ordre. Là, il y a des entreprises commerciales qui vous offrent une séquence de vos gènes, et puis il y a tous les problèmes de la sélection des embryons in vitro qui se fait déjà. Juste, si vous voulez bien prendre... C'est pas des films, hein, c'est la... Non, mais bien sûr. Bien sûr, il y a des risques. On n'a pas dit qu'il y avait aucun risque, aucun problème. C'est de l'importance de la régulation, de la loi. Aujourd'hui, le clonage humain Oui, mais quel est votre propos? Oui, mais quel est l'objectif de votre propos? Est-ce que c'est de dire, il faut surtout rien faire attention à ce qu'on publie, oui. peut-être. Peut-être qu'il faut faire attention à ce qu'on publie, que donner les moyens de faire des choses quand on sait qu'il va y avoir des techniciens qui vont l'appliquer contre de l'argent, pour des raisons idéologiques. Oui, mais en même temps, on a publié des choses fortes. C'est comme la bombe atomique, il faut réfléchir aux conséquences de ce que font les généticiens, doivent réfléchir. Alors, après, c'est un débat, de dire non. Oui, c'est celui de l'avancée de la science. Est-ce que la science dépend de ce que l'on en fait?
il faut se prémunir de ces mauvais usages. J'avais une question sur les conférences de consensus au sujet d'une pathologie pour mettre en place des procédures et des conduites à tenir. Est-ce qu'il y a eu une évolution avec la prise en compte d'éléments éthiques, de données type, comme on a parlé tout à l'heure, des toxic knowledge pour dire le suivi, pour des prises en charge et des suivis. Je donne par exemple l'exemple des lésions kystiques du pancréas dans le cadre d'une pathologie qui s'appelle la TIPMP, où on est amené, nous, en tant que radiologue digestif, à suivre des personnes âgées pour des kystes qui ne dégénèrent jamais. Donc ça induit une anxiété, de se dire j'ai mon kyste qui va pouvoir donner un cancer. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution comme ça? Est-ce que c'est vraiment prise en charge, discuté? Est-ce que les... D'abord, concernant la rédaction de guides de bonne pratique, ce que l'on peut noter, c'est une amélioration de la rationalité procédurale. C'est-à-dire avant, il n'y avait que des experts de la maladie. Maintenant, il y a des représentants des patients, il y a des éthiciens et compagnie. C'est-à-dire, nous, quand on a fait notre premier guidelines BRCA, on n'avait pas d'éthicien. On s'est fait gronder, on avait une juriste, mais on s'est fait gronder par les Américains. Donc d'abord, on a une diversité, une inclusivité plus importante dans les rédacteurs des guides de bonne pratique, qui est un gage de qualité et de l'absence de myopie. On essaye de prendre du recul. Deuxièmement, concernant, d'une manière générale, Dominique l'a dit, les règles dont on tient compte pour utiliser, par exemple pour les incidentalomes, ça a été décrit par le CDC dans les années 2008, c'est ACCE, c'est-à-dire il faut que la découverte ait une validité analytique, qu'on soit sûr que ce qu'on a vu soit bonne, c'est les variants de signification inconnus, la reproductibilité de ce qu'on mesure, et ainsi de suite. Donc, et tout ça, c'est extrêmement bien codifié. Je voudrais vous rassurer sur la conscientisation, que ce soit des sociétés savantes ou de l'HAS, qui ont tout à fait intégré tout ça. La validité clinique, est-ce que les valeurs prédictives d'apparition de la maladie sont très modifiées ou peu modifiées? Si on passe de 10 à 12%, ça peut être significatif, ce n'est pas pertinent. Voilà, donc tout ça, on en tient compte. Alors parfois, il nous manque des données. Et la vraie difficulté aujourd'hui des guides de bonne pratique, c'est pas tellement la qualité des rédacteurs, puisque maintenant, que ça soit la parité, l'inclusivité, tout ça, c'est pris en compte. Ce n'est pas non plus l'absence de cadre théorique. Tout ça est pris en compte, les impacts psychologiques, les coûts économiques, tout ça, c'est pris en compte. Donc la vraie difficulté que l'on a dans la rédaction de guides de bonne pratique, c'est l'arbitrage temporel. Parce que et ça c'est Herbert Simon, prix Nobel d'économie, qui l'a dit, une bonne décision, c'est une décision prise à temps. Et donc, en fait, la vraie difficulté que l'on a dans la rédaction des guides de bonne pratique, c'est que de temps en temps, on dit « ça, on ne le sait pas encore, on le saura dans 2 ou 3 ans ». Qu'est-ce qu'on fait? On attend 2 ou 3 ans, on laisse les pratiques se développer. Donc, le véritable arbitrage subtil, il est là. Est-ce que notre incertitude, elle est acceptable? Et à ce moment-là, on fait nos guides de bonne pratique qui sont évolutifs. Ils sont évolutifs. Et non seulement ils sont évolutifs, mais on le demande. On dit aux gens, il y a ce qu'aux États-Unis ils appellent le public hearing, c'est-à-dire on dit aux gens ou aux experts, voilà ce qu'on pense, est-ce que vous avez des remarques, des critiques, ainsi de suite. On a des boîtes mail pour les faire évoluer, ainsi de suite. Donc le système fonctionne pas trop mal, pour une fois. C'est la société qui fonctionne mal, avec la polarisation des acteurs. Les gens pour deviennent très pour, ceux qui sont contre deviennent très contre. L'impatience, tout de suite, les conflits de victimes, pourquoi on s'occupe de ce groupe et pas de ce groupe, ainsi de suite. Donc le système n'est pas si mauvais que ça, je trouve. Maintenant, notre société, elle est extrêmement tendue. Voilà. Allez voter. Voilà, on va conclure là-dessus. Je voudrais vraiment remercier Dominique Stoppa-Lyonnet et Catherine Adamsbaum pour ce regard croisé passionnant. Voilà. Et puis, vous pouvez les applaudir si vous voulez.